Ah oui. C'est ça. The Case Against Reality de Donald Hoffman, que j'ai humblement traduit par un argumentaire en défaveur de la réalité. Est-ce que vous êtes prêts à être complètement mindfuck? Parce que là, j'ai choisi un livre qui va être très très sauvage. Vous êtes prêts ou pas? On n'est pas On n'est prêt. pas prêt. Alors, je tiens à dire que Georges a mis un fond de merde derrière sa webcam et ça me déstabilise complètement. Et donc, c'est quoi The Case Against Reality? C'est un livre qui est assez connu et assez réputé. Et en fait, c'est bien de préciser que c'est pas du bullshit et que c'est très sérieux. Et en gros, le mec remet en cause la nature de la réalité, en fait, tout simplement. Et le gars semble avoir réussi à le démontrer mathématiquement. Et donc le gars en question, là, Donald Hoffman, c'est quoi son background? Donc il est psychologue cognitif, professeur de sciences cognitives. Il étudie la conscience, la perception visuelle, la psychologie évolutive en utilisant des modèles mathématiques. En gros, le gars, il est un peu chaud. Et là, je vais vous décrire ce qui va se passer dans cet épisode, les étapes par lesquelles vous allez passer. Donc au début, je vais commencer par vous expliquer la théorie du gars. Ensuite, vous allez trouver que c'est complètement bullshit. Donc ça va être l'étape 2. Ensuite, petit à petit, au fil de l'épisode, vous allez commencer à vous dire « Ok, il y a moyen, il a raison, et il y a moyen que ça soit marrant. » Et à la fin, vous allez être mindfuck. Ok. 4 étapes. Voilà. Donc, je vous demande pas si vous êtes prêts, parce que vous n'êtes pas prêts. Et petite précision, le gars, en fait, voilà, j'ai acheté un bouquin, mais dans le bouquin, il y a 2 théories. Donc, c'est 2 théories pour le prix d'un. Et le gars, il a 2 théories indépendantes. On va faire quasiment tout le bouquin sur la première théorie, où il va essayer de démontrer que la réalité telle qu'on l'aperçoit n'est pas du tout la réalité objective. Donc ça va être sa première théorie. Et dans un second temps, il va essayer de proposer une description. Du coup, c'est quoi la réalité objective, selon lui? Ok? Ok. Mais du coup, je comprends pas réalité. Quel type de réalité? Là, toi, t'es dans l'étape 1, Ouais. où tu te dis que c'est bullshit. Non, même pas. C'est juste que j'arrive pas. C'est quoi c'est scientifique, physique, ces trucs-là, ou c'est la réalité de nos pensées, Ah ouais, c'est les deux, tu vas voir. D'accord. Je vais t'expliquer. Voilà. Donc je vais t'expliquer. Et là, histoire de commencer par y aller un petit peu doucement, on peut commencer par dire que la plupart des gens ont cette intuition que plus nos perceptions sont vraies, plus notre adaptation, au sens darwiniste, en tant qu'animal qui essaie de survivre, plus notre adaptation sera forte, hein, plus nos perceptions sont vraies. Voilà. Donc en gros, la plupart des gens ont cette intuition que plus tu perçois de façon réelle le monde, mieux tu vas survivre. Je ne sais pas si vous avez aussi cette intuition, plus ou moins. Je pense que oui. J'ai jamais réellement réfléchi. J'avoue, tu nous en haut dépourvu. Non, mais pourquoi on a une vision haute définition, en couleur, enfin tu vois, pourquoi est-ce qu'on voit pas tout flou? A priori parce que voilà, on a besoin de survivre, et donc les gens se disent plus on Oui. perçoit correctement la réalité, mieux c'est, quoi. Bon, ça c'est Ah. ouais, hein. Ça vous va? Allez. Oui, ça me va. Si ça ne va pas, tu lèves la main au cours du truc. Donc ça, c'est ce que les gens pensent en général. Et voilà, donc ce que les gens pensent en général, c'est que l'évolution nous a façonnés de façon à pouvoir observer la réalité de la façon la plus fidèle possible. Et si effectivement on voit de façon très fidèle la réalité, on va être capable d'éviter les prédateurs, de se nourrir, de se reproduire. Et donc voir la réalité telle qu'elle, en fait, c'est un caractère adaptatif au sens darwiniste du terme. Voilà. Ça, c'est jusque-là, c'est ce que la plèbe pense. Ensuite, quand tu réfléchis un peu, tu arrives à une conclusion un peu plus raffinée, qui est que quand tu réfléchis, tu te dis, plus tu vois la réalité avec précision, plus tu dépenses de l'énergie, des calories. Et donc là, une fois qu'on a réfléchi un petit peu, on peut en déduire quelque chose. Je ne sais pas si vous en déduisez quelque chose à ce stade-là. Le fait que ça nous fait consommer beaucoup d'énergie. Non, mais en fait, si tu as une fonction, plus tu vois la réalité, Mhm. Que c'est un arbitrage, quoi.
Exactement, putain, Georges, il est chaud. Ouais, Toi, t'es putain. pas chaud. Exactement, donc c'est une sorte de trade-off, en fait. Effectivement, c'est un arbitrage, donc c'est-à-dire que tu peux pas voir trop la réalité, parce qu'au bout d'un moment, en fait, voilà, il y a un compromis à trouver. Par exemple, nos yeux ne voient pas dans l'infrarouge, hein, donc on voit que les longueurs d'onde de 400 nanomètres à 700 nanomètres, tout le reste on voit pas. L'évolution a estimé que c'était pas un bon compromis de nous mettre ces détecteurs là en plus. Il y a un autre truc, c'est la haute résolution de notre champ de vision. Je sais pas si tu as déjà remarqué, Georges, c'est que toi Clem, je pense que tu sais, c'est qu'on a une haute résolution que au centre de notre champ de vision. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. Et concrètement, ça correspond à 2 degrés. C'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez la vidéo, vous allez me voir en train de faire un truc de merde, mais du coup, si tu prends ton pouce et que tu le mets à bout de bras et que tu le regardes, tu le vois en haute définition. Mais si tu rajoutes un doigt à côté de ton pouce, tu le vois plus en haute définition, ton doigt. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la nature a estimé que la haute définition, on en avait besoin que au centre de notre champ de vision. Et un dernier exemple qu'il donne, c'est qu'on ne ressent pas les rayons cosmiques qui tombent sur nous, parce que ça mettrait 300 ans pour mourir irradié, et donc c'est pas très utile de dépenser des calories pour nous faire détecter ce truc-là. Voilà. Et donc jusque-là, je vous ai donné la vision standard des gens, et la vision quand on réfléchit un petit peu. J'espère que ça vous va déjà. Est-ce que ça vous paraît logique ? Ouais. Ouais, ok. Du coup, est-ce que là, vous voyez la théorie venir ou pas encore ? Je vous sonde à chaque étape, tu vois, genre pour que vous ne soyez pas trop mindfuck. Non, la théorie, c'est que du coup, vu que c'est un arbitrage, donc il y a nécessairement eu des concessions faites sur notre perception de la réalité telle qu'elle est. Et du coup, en fait, il y a des endroits où on perçoit les trucs pas du tout tels qu'ils sont, parce qu'on a privilégié d'autres fonctions qu'on considère vitales, quoi. Ouais. Genre la digestion. Non. Ou Ouais, genre c'est un exemple intéressant. Ouais. Non, ouais, en fait, je pense que tu commences à deviner le truc. C'est un peu ce que tu dis. Et donc lui, en fait, il s'est posé cette question, à quel point l'évolution est avare en énergie et à quel point elle nous laisse voir la réalité objective. Voilà. Donc, ce qui est d'après ce qu'on a dit, c'est quand même une question légitime. Et donc, dans son labo, lui, il a commencé par mettre au point des expériences avec des simulations sur ordinateur. Et en fait, c'est des petits jeux d'un domaine qu'on appelle la théorie des jeux évolutionnistes. Et en fait, ça a l'air compliqué. Mais en fait, ça revient juste à simuler Darwin sur un PC, en fait. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Et il y a un exemple giga connu de cette théorie des jeux, c'est le jeu qu'on appelle Aigle contre Colombe. Et donc, tu règles les codes du jeu Aigle contre Colombe dans un programme, par exemple. Et donc, tu sais que l'aigle, lui, il cherche toujours la merde dans le jeu. Donc, il cherche toujours le conflit. Il choisit toujours la violence. Et la colombe, c'est un peu une victime, elle s'enfuit toujours si son adversaire utilise la violence. Voilà. Et donc, tu peux coder ça dans ton programme. Je sais pas, par exemple, tu gagnes 20 points quand tu gagnes un duel et tu perds 80 points quand tu perds un duel. Ce qui est normal parce que c'est plus coûteux de perdre que de gagner. Hein, dans la nature, c'est logique. Et tu gagnes et perds 0 quand tu refuses le duel, par exemple. Voilà. Et donc, voilà, tu peux coder ça sur ton PC. Et donc, en faisant tourner ce genre de simulation, tu constates que un monde avec que des aigles, ça finit par converger vers 0 aigle, parce qu'ils font que de se taper dessus et perdre plein de points. Tu constates qu'un monde avec que des colombes, c'est trop bien. Mais par contre, dès qu'il y a un aigle qui arrive, un seul, il va vraiment se gaver. Tu vois. Et donc, il les défonce tous il va défoncer toutes les colombes, ouais. Il va s'en battre les steaks. Et donc, en fait, ton modèle mathématique, finalement, il converge vers un nombre X et Y d'aigles et de colombes qui sont à l'équilibre, en fait. J'espère que ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, mathématiquement, ça converge. On sait définir le nombre d'aigles et de colombes qu'il faut pour que ce soit à l'équilibre. Mais c'est pas 50-50, quoi. Non. En fait, ça dépend. Tu vois, là, je t'ai dit, quand tu gagnes un duel, tu gagnes 20 points, et quand tu perds un duel, tu gagnes 80 points. Tu peux changer ce paramètre-là. Mais l'équilibre étant... C'est quoi le critère de succès ? C'est genre un nombre de points total le plus élevé possible, ou un spread, un écart entre le nombre de points moyen, enfin un écart type. C'est quoi le succès, quoi ? Non, en fait, c'est juste que ça devient, entre guillemets, un état stable, en fait, où de rajouter des aigles ou de rajouter des colombes, en fait, ça te donne pas un avantage particulier. Okay.
Donc, bah, tu vois bien dans l'exemple où il n'y a que des colombes que l'aigle, en gros, il va se gaver. Hein. Donc après, Oui, tu mais te dis... Oui, d'accord. donc c'est méga stylé d'être un aigle. Mais il va se gaver. Ouais, ok, mais genre, il n'y a pas une notion de décès dans le truc. C'est juste tu gagnes ou tu perds, quoi. Donc en gros, en gros dans ce truc-là, l'aigle, il va avoir énormément de points. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a un écart type énorme, quoi. Ouais, c'est ça. Ton indice de Gini, il est pas ouf. L'aigle, il va Mais- avoir plein de points. Et après, si Ouais. tu rajoutes un deuxième aigle, bah, ça va se rééquilibrer un peu. T'en rajoutes un troisième, ça va se rééquilibrer un peu. C'est ça. Mais du coup, Jusqu'à ce que ça s'équilibre complètement. Ah voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est ça mon point que je demande, c'est quoi le succès? C'est genre le succès, parce que si tu dis, genre si tu t'en fous de l'écart type et de l'écart entre les trucs, tu t'en fous que l'aigle il se gave, tu vois. C'est pour ça que c'est important de déterminer dans ton modèle, c'est quoi ta métrique de. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, dans la nature, peut-être que tu pourrais dire que quand t'arrives à moins 500 points, tu meurs. J'imagine que tu... Putain, Ok. tu m'as niqué les oreilles. Pardon. Mais du coup, le truc où il y a que des colombes, Ouais. pourquoi c'est pas ça le truc stylé? Bah, c'est juste que du coup, il y a une énorme pression darwiniste pour faire apparaître un un prédateur, quoi, un aigle, parce Ah que ouais, lui, il va se d'accord. gaver de ouf, tu vois. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. C'est juste pour. Enfin, il y a deux choses intéressantes. C'est déjà, je voulais vous montrer c'est quoi la théorie des jeux évolutionnistes. Enfin, en gros, c'est pas bien compliqué. Tu codes ce genre de choses sur ton PC et tu regardes ce qui se passe. Et d'autre part, juste la théorie le jeu de l'aigle et de la colombe. Alors, la colombe, en fait, c'est un truc vachement connu dès qu'on a envie d'illustrer ce genre de mécanique-là. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de le voir. Et donc, voilà. Bon, donc, dans son labo, il a commencé par mettre au point ce genre d'expérience, mais pas en mode teubé avec les aigles et les colombes, parce que lui, il est mathématicien, donc c'était beaucoup plus compliqué. Donc, il a créé des agents conscients, donc des sortes de créatures, toutes différentes, qui se baladent dans un monde, donc un espace mathématique générique avec autant de dimensions que tu veux. Et ces créatures doivent récolter des points, donc de la bouffe par exemple, éviter des obstacles, donc des trucs qui peuvent les tuer par exemple, etc. etc. Voilà. Ça, c'est son modèle mathématique, et il fait tourner ça. Donc c'est comme les aigles et les colombes, sauf que c'est juste beaucoup plus compliqué en fait. Ça vous va? Voilà. Et là, je vais vous poser une question, parce que il a étudié lesquelles de ces créatures survivent, se multiplient et passent leur gène à la génération suivante. Hein. Et donc, à votre avis, quelles sont les créatures qui survivaient? Donc, il y a 3 propositions. Est-ce que c'est celles qui voyaient précisément la réalité? Est-ce que c'est celles qui voyaient uniquement les aspects darwinistes de la réalité? Donc, où sont les points? Combien de points? À quelle distance? Où sont les méchants? Combien de calories je vais dépenser si je vais récupérer ces points-là? Ou est-ce, 3e proposition, un mélange des deux? À votre avis? Et D, la réponse D ou pas? Non, il n'y a pas de... non, sûrement pas. Et en fait, dans les aspects darwinistes, ça inclut quoi? Non, mais c'est-à-dire, genre, ça inclut la notion de perte de points aussi, quoi. Mais du coup, ça Oui, représente. ça inclut la notion de C'est ce perte de qu'on points. disait, oui. c'est le compromis, comme nous on fait, quoi. Le Ok, compromis ouais. entre combien ça coûte et ce que ça rapporte, quoi. Ou ce que ça Ouais. fait perdre. C'est quoi ta question? C'est qu'est-ce que c'est Combien le ça point coûte en énergie. le point 2, qui est voir uniquement les aspects darwinistes de la réalité, voilà, ça prend en compte la nourriture, ça prend en compte où sont les méchants, ça prend en compte ce qui peut te faire mourir, Mm. tout ça. Bah, moi, je dirais que le point 2, quoi. Ouais, toi Ça. tu dis 2, toi tu dis quoi? Et bah, pour pas dire la même chose, je dis le point 3. Un peu un mélange Et bah des deux. c'était 2. Non, voilà. Et donc, en fait, à chaque fois, en fait, c'est les créatures qui voient uniquement les aspects darwinistes de la réalité qui propagent leur gène le plus efficacement et qui gagnent ce petit jeu de l'évolution donc contre les autres créatures. Et en fait, il n'y a aucune issue possible. C'est-à-dire que tu peux simuler le truc, tu peux le tordre dans tous les sens, mettre autant de points que tu veux, rajouter autant de dimensions que tu veux. En fait, c'est forcément ça le résultat quand le temps est assez long. Hein. Voilà. Et donc, en fait, lui, il en déduit que de ses nombreuses expériences, qu'en fait, il n'y a aucune chance, donc la probabilité c'est 0, que nos perceptions aient le moindre rapport avec une quelconque nature objective de la réalité. Mais du coup, à posteriori, je pose la question. Donc, du coup, ça veut dire quoi le 1 de voir que la réalité? Parce que c'est difficile à concevoir, puisque a priori, nous, on voit que on a une vision darwiniste, Ouais. du coup.
Et du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce qu'ils savent en plus, quoi? Qu'est-ce qu'ils voient en plus? Qu'est-ce qu'ils perçoivent de plus, ces monstres? Bah, tu te souviens de l'exemple de tout à l'heure où il te disait qu'on voit pas les rayons cosmiques? Ouais, Ça, c'est assez parlant, parce qu'en gros, ils vont nous d'accord, tuer dans ce genre 300 de ans, truc. voilà. Mais non, mais lui, il va aller beaucoup plus loin. Mais en gros, Ouais, voilà, déjà, ouais, il y a des choses évidentes, quoi, en gros, qui qu'on sont à notre perçoit pas. portée. Voilà, c'est ça. D'accord. On perçoit pas le champ magnétique terrestre, on perçoit pas. Voilà, il Ouais. y a plein de trucs qu'on perçoit pas. Voilà. Puis ils entendent plus loin, ils voient plus loin, ils voient plus précisément, le spectre de couleur, ils le voient mieux, ils ressentent les mini vibrations. Enfin, tu vois, tu pourrais imaginer. D'accord, En gros, d'accord. tu fais tous tes sens fois 1000. Tu vois. Euh, et Ouais, et du coup, tu disais, il ouais. en déduit qu'il y a il a une probabilité de 0 le fait que, en gros, nos sens aient une quelconque lien avec la réalité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec une nature objective de la réalité. Voilà. Et en fait, c'est pas forcément évident pour nous là de comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que ça veut dire quoi de pas voir la réalité telle qu'elle en fait. On comprend pas comment ça peut être utile. Et en fait, nous, ce qui est cool, c'est que bah, au XXIe siècle, on a à notre disposition une métaphore qui est assez parlante. C'est si tu fais une analogie avec ton ordinateur. Donc, il dit que ce qu'on perçoit quand on utilise un ordinateur, c'est une sorte d'interface utilisateur dont le rôle est en fait tout simplement de te simplifier la réalité. Donc, quand tu es sur ton PC, tu déplaces ta souris, tu bouges des icônes, tu écris des choses dans Microsoft Word. Et cette interface, elle est là pour maximiser tes chances au jeu de Darwin. Et évidemment, la réalité du PC, qui est les voltages, les circuits imprimés, ce que tu veux, quoi. Enfin, voilà. Bah, en fait, tu la vois pas. Et heureusement, en fait, c'est le but d'une interface. Et donc, voilà, lui il pose la question, si l'icône qui est sur mon bureau du bouquin que j'ai écrit est bleu et au milieu du bureau, est-ce que ça veut dire que le bouquin est vraiment bleu et au milieu du bureau? Bah, en fait, probablement pas. Hein. Je pense qu'on comprend que si tu devais écrire un mail en manipulant les voltages de ton ordinateur, bah, tu te ferais battre par les espèces qui, elles, ont accès à une interface. Et donc lui, il arrive à la conclusion que l'interface est là pour cacher la vérité. Et sûrement pas pour nous la montrer, en fait. Est-ce que vous commencez à être mindfuck? Et du coup, il dit pour cacher, quoi. Bah, l'interface, tu vois bien avec l'exemple du PC que clairement, l'interface, elle n'est pas là pour te montrer les voltages, quoi. Oui, oui, mais je trouve que ça donne une notion de mesquine, tu vois. Alors que c'est pas... enfin, c'est juste on peut voir dans le sens ça te simplifie l'utilisation, quoi. Après, tu peux mettre les mots... Oui, je suis d'accord que tu peux mettre les mots que tu veux derrière. Mais lui, il est quand même en train d'essayer de te dire que ce qu'on perçoit, c'est-à-dire que l'espace-temps, en fait, pour nous, en fait, c'est notre interface, limite autant que le bureau de Windows, c'est l'interface du PC, quoi. Ouais, ok, ok. Ouais, ouais, en gros, ce qu'on dit, c'est que si on prend la même analogie que pour le PC, c'est que l'évolution nous a créé des sens qui permettent un certain niveau d'abstraction par rapport à la réalité, parce que sinon, ça aurait été trop coûteux énergétiquement en gros, sans ces niveaux d'abstraction, ça aurait été trop coûteux énergétiquement de comprendre les choses et de faire et d'agir en conséquence, quoi. En gros, genre, nos yeux, nos sens, ils sont à dessein, ils sont genre, l'évolution les a créés comme étant limités ou comme faisant une moyenne ou comme agrégeant des trucs ou comme genre, ouais, ne retranscrivant pas 100% de la réalité, mais genre un petit pourcentage ou en faisant des niveaux d'abstraction, parce que sinon, en fait, c'est trop coûteux en termes d'énergie, quoi. Ouais, c'est bien que tu dis ça parce qu'on a parlé d'énergie, mais en fait, je pense que dans ces modèles mathématiques, il n'y a pas que la notion d'énergie, dans le sens où je pense que même le fait de voir une réalité qui n'a aucun intérêt d'un point de vue darwiniste, tu pourrais même te dire que en fait, c'est une distraction qui, en fait, Oui. sur un temps assez long, en fait, n'a pas lieu d'exister, en fait. Oui. Oui, on saurait pas, on avait toutes les informations, on saurait pas processer pour faire des priorités ou des choses comme ça, potentiellement. Bah, en fait, je sais pas si c'est ça. Lui, il part du principe qu'un truc en trop, ça dépense des calories, mais moi, je rajoute Ouais, que probablement ça peut juste te distraire. Et en fait, dans un modèle mathématique comme ceux que lui il met en place, en fait, bah, à la fin, c'est les gens qui n'ont pas ce genre de distraction qui gagnent, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant. En fait, c'est intéressant parce que
ça explique pas mal de biais cognitifs qu'on a, tu vois. J'ai envie de dire. Je vais te citer Steven Pinker, du coup, avant que tu continues. Ouais. C'est dans le bouquin, hein, c'est pas moi qui me la pète. Steven Pinker dit: on est des organismes vivants, pas des anges, et nos esprits sont des organes et sûrement pas des pipelines vers la vérité. Donc, si toi tu voulais parler de biais cognitifs, je pense que ça illustre bien. Ouais, bah c'est ça, c'est qu'en gros, genre, le fait que par exemple le rouge, on soit attiré par le rouge et que genre, on peut pas s'empêcher de kiffer ça et de le regarder, c'est parce que voilà, ça nous permet de survivre, le sang, machin, je sais pas quoi. Mhm. Et du coup, en fait notre cerveau et notre attention, elle accorde une importance démesurée à la couleur rouge, alors qu'en soi, si on devrait retranscrire la réalité telle qu'elle est, là, le rouge n'a pas plus d'importance qu'autre chose, tu vois. Oui, ça Et, c'est. Ouais. et tu vois, et donc c'est un exemple de truc de on se concentre et on dépense plus d'énergie dès lors qu'on a un truc rouge. Et donc dans notre esprit et dans notre perception de la réalité, même inconsciente, ça nous semble plus important, alors qu'en soi, c'est pas plus important, quoi. Ouais. Ou peut euh, et ça nous semble flashy, alors que peut-être qu'en vrai, c'est pas si flashy que ça, le rouge, tu vois. J'en sais rien, tu Mhm. vois. Ouais, bref, ouais, c'est marrant. Et lui, on lui répond souvent: ok, mais du coup, si c'est une illusion, pourquoi est-ce que tu sautes pas du haut de la falaise? Alors lui, il dit: évidemment, c'est mal comprendre ce que c'est qu'une interface. Sur ton PC, tu peux mettre des icônes à la poubelle et avoir des conséquences dramatiques, hein. Tu peux, je sais pas, si tu as écrit un livre pendant 4 ans et que tu décides de mettre ton fichier Word à la poubelle, bah, tu vas pas être content. Et donc ça, c'est une des premières objections qu'on lui fait souvent. Une des deuxièmes objections qu'on lui fait souvent, c'est on lui dit: bah, je sais pas, s'il y a une pomme sur la table, on voit tous la pomme, hein, genre moi comme tout le monde. Bah, lui, il dit: oui, il y a effectivement un truc sur la table, mais en fait, ça n'a aucun rapport avec la construction de la pomme dans ton cerveau. Euh, Oui, et puis pour ça, il y a qu'à comparer à comment les animaux perçoivent la pomme sur la table, tu vois. Genre, je sais pas, tu prends une mouche ou je sais pas quoi, la pomme sur la table, c'est pas du tout la même chose, que ce soit visuellement, olfactivement, etc. La représentation qu'une mouche se fait de la pomme, c'est pas du tout la même représentation que toi et moi, tu vois. Donc ouais, l'argument qui consiste à dire toi et moi on voit la même chose, donc c'est la vérité. hmm. Il est caduque parce que la mouche elle voit un truc différent, tu Ouais, et puis tu pourrais prendre une chauve-souris, genre qui fait juste avec des échos radars, ou je sais pas comment ça. Je vois. sais pas qu'est-ce que ça branle une chauve-souris, mais tu sais, ça, Ouais, ça ping le, l'environnement. ça ping la pomme, tu vois. C'est ça. Ouais. Et lui, il donne un exemple rigolo. C'est, tu sais, quand tu dessines un cube en 3D, enfin, tu sais, un cube sur une feuille de papier, Ouais. mais pas un carré, un cube, hein. Tu sais, bah, ça s'appelle le cube de Necker d'ailleurs. Tu sais, tu peux le voir en 3D, quoi, en gros. Ouais. Enfin, ouais, tu connais. Et en fait, si tu te concentres, tu peux le voir soit avec. Enfin, si tu t'intéresses à une des faces du cube, elle peut soit t'apparaître comme étant devant l'autre, soit t'apparaître comme étant derrière l'autre. Je sais pas si ça te parle. Oui. Ouais, je pense que tout le monde connaît, hein, le cube de Necker, mais voilà. Et donc, en gros, bah, lui, il donne ça comme exemple de. Comment dire, finalement, j'ai rajouté une dimension qui n'existait pas en fait sur un truc qui était en 2D, quoi. Donc je Oui, trouvais et ça puis assez cool. ouais, non, c'est vachement intéressant. Et puis t'as tout l'aspect, tu sais, tous les trompe-l'œil et tout, tu vois, genre. Enfin, Oui, ouais. le point, c'est de dire, genre, à partir du moment où on voit, ou juste avec le sens des yeux, enfin, en gros, pour moi, à partir du moment où où l'espèce humaine voit la même chose à un instant T, ça veut pas dire que c'est vrai parce que t'as les trompe-l'œil, par exemple, donc tu dois faire appel à tes autres sens. Mm. Et même en faisant appel à tes autres sens, potentiellement, c'est aussi faux parce que quand tu compares avec des animaux ils voient autre chose, eux, tu vois. Donc tu vois, enfin, il y a différentes manières de démonter le truc, quoi, tu vois. Ouais, mais lui, il va. Enfin, là, je pense qu'on Ouais. on va voir, il va assez loin parce qu'il dit qu'en fait, finalement, l'espace-temps, c'est notre interface. Donc, Ah c'est oui. même plus contre-intuitif Ouais. que ça, quoi. Et enfin, il s'agit pas juste de dire on voit pas l'infrarouge, quoi. Ça, Ouais. tu vois, il va beaucoup plus loin. Et juste, soit dit en passant, je trouvais ça cool, le cube de Necker, là, parce qu'en fait, lui, il fait une analogie avec la mécanique quantique. Donc, tu sais, quand les gens ils se posent la question en mécanique quantique, comment un objet peut être dans 2 états à la fois, bah, il te dit, bah, en fait, le cube, avant que tu le regardes et que tu décides que la face elle soit avant ou derrière, bah, en fait, il est dans 2 états à la fois, quoi, quelque part. Tu vois. Il est soit inversé, soit devant, soit derrière. Donc ça, je trouvais ça cool comme analogie. Et,
Et en plus, pour faire une autre analogie avec la mécanique quantique, lui, ce qu'il dit, c'est que, tu sais, il peut pas être un peu devant et un peu derrière, tu vois. C'est soit il est l'un, soit il est l'autre, tu vois. Et ça, c'est un autre phénomène qu'on retrouve en mécanique quantique, et il faisait l'analogie avec ça, donc je trouve ça assez cool, ça permet d'appréhender le truc. Et je me dis, et donc ouais, lui, il propose un truc peut-être pour commencer à nous faire appréhender cette réalité qu'on verrait pas exactement comme elle est. Il pense que le meilleur truc, c'est, tu sais, c'est d'essayer de s'imaginer qu'est-ce que ça ferait de voir une couleur supplémentaire. Et c'est vrai que c'est assez parlant parce que quand tu te dis ça, en fait, t'arrives pas du tout à t'imaginer en fait ce que ça pourrait être. Et finalement, en fait, c'est pas du tout quelque chose de saugrenu parce que je sais pas si tu sais, Georges, mais dans l'œil humain, tu sais, t'as 3 types de récepteurs. T'as des pixels rouges, des pixels verts, des pixels bleus. Je sais pas si tu sais. Ok. Voilà, et donc en gros, c'est sur ta rétine, et donc elle est sensible au bleu, au rouge et au vert. Et bon, on en a un quatrième hein, qui sert qui voit en noir et blanc et qui nous sert dans le noir, mais ça on s'en fout. Et donc l'œil c'est comme une caméra, donc en gros le cristallin dans l'œil c'est la lentille et l'objectif, et la rétine c'est comme le capteur, et donc le capteur humain a des capteurs rouge, vert et bleu. Et en fait, concrètement, si tu avais un détecteur en plus du rouge, vert et bleu, tu verrais d'autres couleurs en fait. Et typiquement, les oiseaux, ils ont 4 types de récepteurs. Et donc, eux, ils voient juste plus de couleurs que nous, quoi. Et, et d'ailleurs, il y a certaines crevettes qui ont genre 25 récepteurs. C'est un nombre qui a aucun sens. Genre, c'est entre 16 et 25 en fonction de l'espèce. Et genre, je sais pas, elles voient plein de couleurs, tu vois, du coup. Mais ça leur sert c'est la fête du slip. à quelque chose? Du coup, à oui, bouffer, par définition. Non, mais on sait à quoi ou pas? Je pense que ça, c'est en gros, tu peux voir des contrastes vachement. Ouais, c'est ça. C'est la moindre différence de réflectivité, tu vas voir. Ouais. Et les chiens ont 2 récepteurs, par exemple, au lieu de 3. Et je sais pas si tu arrives à comprendre pourquoi. Enfin, bon, toi, Clem, tu as une formation optique, donc je te pose pas trop la question, mais je sais pas si pour toi, c'est clair pourquoi tu verrais des couleurs en plus si tu as plus de récepteurs, Georges. J'imagine. Par exemple, est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas de rose dans l'arc-en-ciel, typiquement? Je savais, mais c'est pas. Je ne sais plus. En C'est fait, pas une histoire de spectre, je sais pas quoi, j'ai oublié. Alors là, tu vises large quand tu dis ça, mais ouais, en gros, l'idée c'est que le rose, c'est pas une longueur d'onde. En fait, c'est juste que ton œil il a détecté du bleu et du rouge, et vu qu'il est équipé d'un récepteur vert, tu vois, la situation où tu détectes du bleu et du rouge et pas du vert, c'est une situation qui existe. Et donc il invente une autre couleur pour te dire bleu, rouge et pas vert, c'est ça, tu vois. Il invente une perception en fait. Voilà, parce que les couleurs, c'est que des perceptions. Ouais, c'est ça. Fait, et donc en gros, l'oiseau qui a 4 trucs, juste il est capable d'encoder le truc comme nous, le rose. Lui, il va avoir d'autres bails, quoi. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Mais ça veut dire que l'oiseau, pour les mêmes longueurs d'onde qui nous font notre récepteur bleu activé et le rouge activé en même temps, lui, il va avoir autre chose puisqu'il a un autre capteur en plus. Il va percevoir une autre... non, mais disons que lui, il a... Parce que nous, notre cerveau, il nous met rose, mais du coup, l'autre, comme il a une information supplémentaire, ça se trouve, il voit complètement autre chose. Non, mais on pourrait partir du principe que l'oiseau, il voit du rose quand c'est le bleu et le rouge qui sont activés et pas le vert. Mais tu vois, l'oiseau, il a un récepteur dans l'ultraviolet aussi, je crois. Et donc lui, il est obligé d'avoir un code. Imagine, il détecte ultraviolet et rouge et vert, mais pas bleu. Tu vois, il est obligé d'avoir un code. Du coup, donc là, il va avoir une autre couleur que nous. Ouais. Donc on est dans la advanced biologie. Mais bon, c'est intéressant. Et ouais. Mais non, mais je trouve que l'exemple des couleurs, il est intéressant. Mais aussi parce que, en fait, par rapport à ce que lui il dit, en fait, les couleurs, dans la réalité, ça n'existe pas. C'est qu'un truc que notre cerveau interprète et perçoit. Il n'y a pas de couleur, ce qui est peut-être plus... c'est pas tangible, mais qui existe plus vraiment, je mets des guillemets du coup, c'est les longueurs d'onde, ça c'est un truc... Ouais, non mais en fait... Donc du coup, ouais. Ouais, en fait ça c'est un des points faibles du livre, c'est que je trouve que l'analogie du PC, elle est excellente.
Et en fait, tous les autres petits exemples qu'ils trouvent, en fait, je trouve que c'est pas spécialement mindfuck. Ouais, là, Tu vois, genre la couleur, une fois que tu as compris que c'était juste le spectre électromagnétique qui était réfléchi, qui rentre dans l'œil, enfin, t'es pas spécialement mindfuck, quoi. Genre, ok, oui, enfin, bref. Mm. Et donc, voilà. Donc, enfin, il va y avoir d'autres exemples et on va les faire parce qu'ils sont marrants, comme la couleur. La couleur, c'était marrant. Mais je trouve que ça ne sert pas forcément sa théorie, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc pour continuer un peu, une chose qu'il faut dire, c'est que là on parle de créatures, mais voilà, mathématiquement c'est pas des créatures, quoi, c'est des espaces mathématiques. L'environnement dans lequel elles se bougent, bah voilà, c'est des espaces mathématiques abstraits, sans notion d'espace et de temps, où juste le darwinisme s'appliquerait. Et en fait, ça c'est un truc assez intéressant. Que j'avais jamais formulé comme ça, mais c'est qu'en fait, faut bien comprendre que le darwinisme, en fait, ça s'applique à tout et pas seulement aux êtres vivants. Et en fait, le darwinisme, c'est un principe universel de l'univers. Et donc, à partir du moment où tu as un système réplicateur qui est en compétition avec d'autres systèmes réplicateurs, bah, c'est celui qui se réplique le plus efficacement qui va persister. Et en fait, on appelle ça le darwinisme universel. Hein. Et donc, typiquement, il donne un bon exemple. Il dit, tu vois, le physicien Lee Smolin a émis l'hypothèse que chaque trou noir est un nouvel univers. Et puisqu'un univers qui produit plein de trous noirs produit plein d'univers, il pense que, si tu appliques la théorie du darwinisme universel, que notre univers a les propriétés qu'il a. Donc, à savoir, tu sais, les 4 grandes forces... interaction forte, faible, gravitation et force électromagnétique. Donc il pense que notre univers a ses propriétés parce que ça augmente la probabilité de créer des trous noirs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en gros, il y a une sorte de darwinisme des univers, parce que en gros, plus ton univers il crée des trous noirs, plus ton univers il est stylé au sens darwiniste, quoi. Putain, les mecs sont chauds quand même. J'avoue. Non, mais c'est quand même du mindfuck, genre leur histoire de tout système réplicateur. Ouais. Genre, mais c'est vrai que par essence, oui, tout système. En fait, c'est toujours la même histoire c'est un de peu- quand tu te places dans un monde fini Ouais. et que tu places au sein d'un monde fini des entités qui se répliquent, va y avoir une notion de compétition. Et dès qu'il y a notion de compétition, du coup, il y a notion de sélection par la compétition, donc de darwinisme. Et ouais, Donc, c'est important de donc voir que c'est pas que les gènes, quoi. c'est vrai que c'est pas idiot, c'est qu'en fait, c'est toujours genre système fini plus réplication égale compétition, compétition égale sélection par le temps, quoi. Ouais. Et il y a un gars là, donc une des 4 stars de l'athéisme, on en a souvent parlé de lui, de Daniel Dennett. Lui, il dit le darwinisme universel est un acide universel capable de ronger toutes les théories qui se dressent sur son chemin. Il dit aussi c'est la meilleure idée que quiconque ait jamais eue. Et tu sais, dans l'épisode précédent, genre, je te disais un truc du genre, je sais pas, il y a un côté un peu fatigant avec le darwinisme parce que Ouais. tu peux pas argumenter et tout. Et en fait, Ouais. si tu prends la c'est- quote de Dennett, c'est qu'en fait, juste y a tu pas- peux rien faire, tu vois. Oui. C'est même en dehors des gènes et tout, genre quoi qu'il arrive, genre c'est... C'est vrai que c'est vachement frustrant le Darwin. Et après, non mais après faut l'accepter, tu vois. Genre si c'est la meilleure solution qu'on ait pour expliquer le monde tel qu'il est, tu vois. Ouais. Moi je suis d'accord, mais voilà, genre ça prend du temps à digérer de se dire en fait que genre le comportement de tous les agents, quels qu'ils soient, il s'explique par une simple notion de compétition et de genre qui est le plus apte à se répliquer. Et du coup, et qu'en fait, il n'y a rien d'autre, quoi. En fait, genre, Et même le comportement de l'univers, a priori, ça serait ça. Ouais, et du coup, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est qu'en fait, il n'y a rien d'autre dans le comportement de n'importe quel agent, qu'il soit vivant, mort, inerte ou pas inerte. À partir du moment où tu as un agent qui se réplique, son comportement s'explique nécessairement par cet aspect de sélection naturelle dans le temps, tu vois. Et du coup, enfin, c'est triste, genre, on dit juste, il n'y a rien d'autre, quoi. C'est juste ça, et puis c'est tout, tu vois. Genre, et c'est chaud, quoi. Ouais. Et ouais, enfin, on en a parlé aussi dans l'épisode précédent, mais il y a aussi Richard Dawkins là, qui a écrit Le gène égoïste, voilà, qui est un des bouquins les plus connus sur l'évolution. Et lui, il applique ce principe darwiniste au même, et donc au trait culturel. Et donc, il dit que culture et religion, c'est des réplicateurs, et donc celui qui est le plus apte, le plus efficace à se répliquer gagne. Donc ça, c'est peut-être l'exemple le plus connu quand on sort de la catégorie des gènes. Ouais. Alors en fait, ce qui est triste là-dedans, après, là où on s'en sort là-dedans à titre individuel, c'est que il y a cette histoire de temps long, tu vois.
Du Ouais. coup, ça restaure un peu de libre arbitre à l'humanité. Parce que ça te dit, genre, à l'échelle de ta génération, à l'échelle de X génération, t'as une part d'aléatoire, t'as une part de libre arbitre, et en fait, tu peux un peu faire ce que tu veux. Sur Ouais. le temps long, t'es niqué, genre, la compétition va te niquer et va faire en sorte que t'as plus le choix et seuls les traits pertinents vont survivre. Mm. Mais sur le temps court, en fait, tu as de la place pour de l'aléatoire, tu as de la place pour de la créativité. En fait, tu as de la place pour du non concurrentiel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que sinon, en fait, c'est vraiment, moi je trouve ça d'une infinie tristesse, tu vois. De se dire, tout ce qu'on fait, c'est uniquement pour se répliquer au mieux, tu vois. Genre. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois, c'est que Ouais, c'est rigolo de comprendre, et le fait de comprendre, je pense que ça peut t'aider à sortir un peu du game et à faire des choses plus intéressantes, quoi. ouais, Euh, donc là, effectivement, il va essayer, comme avec l'exemple de la couleur, de trouver d'autres exemples qui pourraient apporter de l'eau à son moulin. Alors, moi, je trouve que c'est pas très réussi, mais en tout cas, c'est intéressant. Euh, et lui, il va prendre l'exemple typiquement de la mécanique quantique, où il va argumenter que puisqu'il se passe des choses bizarres dans la mécanique quantique, c'est peut-être un signe que l'espace-temps ait une interface, soit une interface, pardon. Et donc, par exemple, en physique quantique, tu as la possibilité de créer deux particules qui sont dites intriquées, des particules jumelles en gros. Et en mesurant le spin d'une de tes particules, donc on s'en fout ce que c'est que le spin, c'est une propriété de la particule, tu peux instantanément savoir ce que tu trouverais comme spin dans la particule jumelle qui serait située à des années-lumière. Et donc, ça pourrait suggérer que, par exemple, pour certaines propriétés, la distance n'existe pas, par exemple. Hein, voilà, ça pourrait suggérer ça. Donc, ça pourrait aller dans le sens de l'espace-temps est une interface. Il y a une autre idée, vous chercherez sur YouTube, de Delayed Choice Experiment de Wheeler. C'est une expérience qui montre, soi-disant, que ce qu'on décide dans le présent pourrait avoir une influence dans le passé. Voilà. Donc on se dit que pour certaines propriétés, le temps n'existe pas, par exemple. Alors on en a pas mal parlé avec Clem, mais perso, j'ai l'impression que plus tu t'intéresses à la méca-Q, plus le côté mystique, magie, disparaît. Donc clairement, les photons qu'il voit dans le passé, je pense que ça fait partie du bullshit. Ouais, ça. Pas Voilà. convaincu. Voilà, mais voilà. N'empêche qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont what the fuck, et je pense que... ouais, typiquement, un des trucs les plus what the fuck pour moi, tu sais, Georges, c'est plus tu vas vite, plus le temps ralentit pour toi. oui. Donc un truc que tu peux faire chez toi, c'est tu prends une fusée, tu sors, tu vas très très vite, voilà, proche de la vitesse de la lumière pour que ça marche très très bien, et tu reviens sur Terre et t'es en 2482, quoi. Et ça, tu vois, c'est un peu mindfuck quand même, tu vois. C'est Enfin, complètement mindfuck. tu peux te dire, bon, ça peut aller dans le sens que l'espace-temps, c'est une interface. Tu vois. Ouais. C'est le truc dans Interstellar, là. Ouais, je me souviens plus ce qui branle dans Interstellar, si c'est ça ou si c'est la gravité qui... Ouais. Parce que la Ouais, gravité aussi, ça la marche pour gravité ralentir le temps. Je me souviens plus, mais ouais, concrètement, il y a ça qui se passe. Ouais. Donc ça, enfin voilà, ça c'est pas bullshit, et pour le coup, c'est quand même mindfuck, quoi. Ok. Il y a un autre truc où il pense que ça va dans le sens de son bouquin, il voulait parler de ce qu'on appelle la beauté. Et donc il se dit, les gènes se trompent sur la beauté. Si les gènes se trompent sur la beauté, c'est fini pour ta lignée génétique. Et donc il dit que, par exemple, chez les hommes Homo sapiens, les hommes vont chercher de préférence à s'accoupler avec des femmes de 20 ans. Car bien que la fertilité maximum chez les femmes soit à 25 ans, lui, il explique que c'est à 20 ans qu'il y a le plus de potentiel reproductif. Parce que si tu pars du principe que tu as envie de faire plusieurs enfants. Voilà. Et donc, la notion de beauté va être liée à ça. Et, C'est pour ça que les mecs, quel que soit leur âge, ils veulent des femmes de 20 ans. ça pourrait être une explication. Et donc lui, il dit, voilà, c'est le cerveau qui tend un piège à Homo sapiens et qui lui fait voir le monde à travers un prisme darwiniste qui est avantageux pour s'aligner. Et de façon opposée, chez les femmes Homo sapiens, vu qu'il faut investir très fortement en termes de calories et d'intégrité physique lorsque tu portes un enfant, va y avoir une tendance à chercher un homme avec des ressources, et les ressources sont habituellement corrélées avec l'âge, selon Donald Hoffman. Voilà. Additionnellement aux ressources,
tu vas avoir, Clem, envie de chercher un homme qui va vouloir rester dans le couple et s'occuper de l'enfant. Et additionnellement, plus tu as de testostérone autant plus c'est signe d'une grande densité musculaire et osseuse. Et donc, c'est également cool pour la lignée de la femme qui s'accouple avec toi. Et donc, tu vas avoir envie de t'accoupler avec des hommes qui ont plein de testostérone. Alors, apparemment, ça te fait un menton carré quand t'as ID. Et donc, ça se voit. C'est comme ça qu'on les repère. Voilà, tu les repères comme ça. Et donc, voilà, C'est génial. le darwinisme tord notre vision de la réalité. Je suis en train de checker si j'ai un menton carré. Est-ce que je suis compétitif? Putain. Et attends, parce que du coup, on a pu montrer que les femelles Homo sapiens préfèrent la haute testostérone dans les phases de fertilité et préfèrent les hommes à haut niveau d'engagement dans les phases de basse fertilité, augmentant les chances que les enfants aient de bons gènes et un homme, parfois un peu cocu, qui s'occupe d'eux. C'est pas mal aussi, tu vois. Et bien sûr, les hommes ont le jeu adaptatif opposé, c'est-à-dire que quand tu as beaucoup de testostérone, bah, tu es moins fidèle parce que c'est la meilleure stratégie à avoir. Donc c'est rigolo, quoi. Ouais. Mais donc en fait, ce qu'on dit, enfin, concrètement, ce que ça dit, ça, c'est que la notion de, en fait, il y a du beau partout et de chacun ses goûts et de, en fait, ce que ça dit globalement, c'est que dans un environnement donné, la notion de beauté varie à la marge, mais qu'en fait, l'écrasante majorité des gens, ils ont à peu près la même perception de la beauté pour des raisons darwinistes. Ouais, il y a ça, exactement. Enfin, tu vois, Et- le côté un peu genre. Enfin, ce qu'on dit, c'est que le côté un peu genre body positive, ou genre, oui, en fait, chacun voit du beau dans des trucs différents et tout. Ce qu'on dit, c'est ça, c'est un peu une construction qu'on essaye de se faire euh, euh, pour des raisons morales ou autres, Mm. mais qui est un peu qui va à l'encontre de ce qu'on est naturellement, quoi. Enfin, de ce qu'on est un peu. Ouais, il y a de ça, et moi je dirais même que c'est pas forcément du bullshit dans le sens où, enfin, tu sais, tu pourrais te dire que, tu vois, si tu deviens vieux avec ta femme et bah, qu'elle est plus aussi belle qu'une femme de 30 ans, tu vois, euh, bah, peut-être une fois que tu as compris ce genre de mécanisme, tu arrives à te dire, bah, en fait, on s'en fout, tu vois. Enfin, genre, moi, je suis bien avec ma femme de 60 ans, j'ai pas besoin d'aller chasser, je sais pas quoi, tu Oui. vois. Et encore une fois, tu vois, c'est aussi marrant, parce que c'est de comprendre ce genre de mécanisme, c'est justement, Ouais. peut-être ça peut te permettre faudrait pas que les gens comprennent ça comme une sorte de chose immuable, en fait, ça serait dommage. Oui, c'est plus de dire, genre, on a tous ça en nous. Ouais. Après, on est capable de s'en affranchir parce qu'il se trouve qu'on a un cerveau qui est développé, tu vois. Ouais, c'est Et, ça. et du coup, justement, dans le trade-off, on a bénéficié d'un cerveau de ouf. Et du coup, ça nous permet de faire des abstractions ou d'avoir des comportements qui sortent du simple domaine de la survie et du darwinisme. Et Ouais, c'est ça c'est qui est ça. un peu beau chez nous, quoi. C'est ça. Et voilà. Du coup, genre, C'est même beau, si c'est t'es beau. fat ou t'as pas le menton carré, genre, t'es quand même stylé, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Et du coup, mais t'es stylé uniquement enfin, pas dans toutes les espèces, quoi. Je pense que t'es stylé uniquement dans les espèces qui ont qui ont genre une certaine capacité d'intelligence, tu vois. ouais, Et je pense que genre plus l'espèce est basique, plus en fait la déviation de la norme est réprimée, quoi. Parce qu'en fait, t'as bah, pas je, cette capacité-là, quoi. je pense que il y a même que chez l'humain, en fait, parce que en fait, fatalement, tu es obligé de comprendre le jeu darwiniste pour pouvoir le hacker, quoi, en fait. Sinon, c'est compliqué, en fait. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est ouais. Bon, après, Mais non, mais ça rejoint ce que tu dis, en fait. Hein. Ouais. Ça rejoint ce que tu dis. Hein. Ça rejoint ce que tu dis. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Je trouve que ça apporte pas forcément tant d'eau que ça à son moulin, mais en tout cas, je trouvais ça rigolo. Voilà. Et évidemment, je pars du principe que les gens qui écoutent sont intelligents, et donc je ne prends pas à chaque fois des précautions pour dire en général, en moyenne, toutes choses égales par ailleurs, tout ça. Voilà, je ne vais pas faire ça, bien que dans le livre, il le fait. Donc ça, c'était pour tout ce qui était beauté. Et sinon, il y a un autre domaine qui illustre un peu mieux cette fois-ci, je trouve, sa théorie, c'est le domaine de... bon, il appelle ça le virtuel. En gros, il dit, selon lui, on compresse les datas qu'on voit, et notre interface, c'est le monde 3D et le temps. Donc ça, on a compris, c'est le résultat de cette compression. Donc on cherche un trade-off, on compresse au maximum, et lui, il dit, bah, par exemple, si la nourriture nous apparaît loin, en fait, ça indique uniquement
qu'il faudra dépenser beaucoup de calories pour atteindre cet objet. Ça ne nous dit pas que c'est effectivement loin. Et, ça, c'est un truc qui est assez intuitif. Typiquement, quand tu joues à des jeux sur ton PC, bah, il n'y a pas de notion de distance, en fait. Quand tu te balades dans un environnement 3D, tu n'as que des pixels en 2D sur ton PC. Néanmoins, ton interface, c'est quand même un truc en 3D. Hein. Et pour illustrer cette intuition, en fait, il cite les travaux de Bekenstein et Stephen Hawking, qui apparemment auraient découvert que l'espace-temps est redondant dans le sens où apparemment il y a seulement 2 dimensions qui contiennent toutes les informations nécessaires. Donc les 2 gus en question, ils auraient démontré que la quantité d'informations que tu peux stocker dans un espace est en fait proportionnelle à la surface de cet espace et pas à son volume. Alors je vais essayer d'expliquer, c'est ce qu'on appelle le principe holographique. Et donc en gros, si on refait l'analogie avec l'ordinateur, bah, sur l'ordinateur, la plus petite unité d'information, c'est le pixel. Et ben, ce que les 2 gus ont démontré, c'est que nous, la plus petite unité d'information, c'est ce qu'on appelle la distance de Planck, donc la longueur de Planck. Alors c'est très petit, si tu compares à un proton, c'est comme comparer les États-Unis à toute la taille de l'univers, observable. Et apparemment, quand tu mets cette distance de Planck au carré, donc quand tu prends la surface de Planck, apparemment c'est ça la plus petite information de l'univers. Et c'est pas la longueur de Planck au cube, qui est donc le volume, quoi, en fait. Donc c'est-à-dire que eux, apparemment, ils ont démontré que c'est le 2D qui fait foi, quoi, dans notre univers. Ok. Bon, je t'avoue que là, on est incapable de. T'as quelque chose à. Oui, non, je pense pas. Non, mais c'est intéressant du coup, parce que ça veut quand même dire que c'est quoi la conséquence de ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça implique? Mais en fait, ça veut dire que potentiellement, ça renforce le principe de l'interface. C'est-à-dire que potentiellement, en fait, il n'y a pas de 3e dimension, typiquement, oui, qui est porteuse d'informations, en fait. Que c'est juste une apparition dans notre interface, comme dans les jeux vidéo en 3D, où tu as besoin d'avoir cette dimension en plus parce que ça t'aide à récupérer des artefacts plus facilement. Voilà. Parce que ça te donne l'information de si c'est loin, il faut dépenser plus de calories. Par exemple, tu vois. Ah, mais c'est vachement dur à appréhender comme truc. Ouais. Bah, essaie d'imaginer une autre couleur. Non. Non, mais en gros, c'est de dire que si on perçoit le... En fait, c'est que... On perçoit... Mais du coup, son argument, c'est quoi? C'est qu'on perçoit le monde en 3D, mais qu'en fait, il n'est que 2D. Ou que, genre, le monde est 3D, mais que les informations, elles sont que 2D. Enfin, tu vois... Mais c'est ça. Ça se trouve, il est ND, et on ne sait pas combien il a de dimensions, mais tout est contenu dans 2D. En tout cas, ce que les mecs ont démontré, c'est que voilà, la plus petite information, c'est du 2D. Et donc, je sais pas, imagine, je sais pas comment dire. Je crois que dans l'exemple du livre, il donne l'exemple d'un gars qui fabrique un ordinateur dans lequel il y a un disque dur en forme de sphère. Et en fait, tu peux stocker de l'information que sur la surface de la sphère, pas dans tout le volume de la sphère. En gros, c'est un peu ça l'analogie, quoi. C'est-à-dire que notre univers fonctionne en termes surfaciques, quoi. Ok. Voilà. Et donc, ça, je trouve, pour le coup, ça apporte de l'eau à son moulin, quoi. Enfin, contrairement aux 2 autres trucs. Ça, je trouvais ça intéressant. Et on peut aussi se souvenir du cube de Necker, là, qu'on dessinait en 2D, mais finalement, en le regardant, paf, on fait popper une 3e dimension. Ouais. Voilà. Donc ça, oui, mais ça, on peut se dire que c'est parce que notre cerveau est habitué à, si ça se trouve, à transformer, il veut tout voir en 3D parce que ça l'arrange pour une raison évolutive. Donc pareil, il fait pareil avec le cube de Necker. Je suis d'accord. Non, ça, je suis d'accord. Donc ça, c'était sa première théorie, qui est quand même assez mindfuck, et je pense qu'on peut juste retenir le truc de l'interface du PC, qui était quand même le truc le plus parlant. Ouais, je trouve c'est... Ouais. Bon, il fait un TED Talk sur YouTube où il explique un peu ces trucs-là. Et en gros, ouais, c'est l'interface du PC qu'il utilise, quoi, pour faire passer le message en quelques minutes. Mais du coup, c'est quoi les conclusions de ça? Ah oui, si, bah justement, il y a la théorie 2 où il dit comment on devrait percevoir les choses. Ouais, donc ouais, alors voilà, c'est là où voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin dans le what the fuck. Donc, on a vu que quand on voit une pomme, la réalité n'a rien à voir avec cette pomme.
Lui, il dit si on continue sur cette lancée, quand on voit un cerveau, des neurones au microscope, la réalité n'a rien à voir avec le cerveau et les neurones. Hein. Voilà, c'est juste logique, c'est la suite logique. On a déjà parlé plein de fois, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est le problème difficile de la conscience. Moi, non. Non, tout ça va. En gros, c'est juste qu'on n'a aucune idée, mais vraiment aucune, de comment c'est possible que la conscience émerge à partir d'objets inanimés, comme des neurones. Voilà. Donc on n'a même pas, on n'a même pas un début de commencement d'explication de comment ça se fait que ça fasse quelque chose d'être nous. Et voilà, on n'a tellement aucune idée que la plupart des penseurs baissent les bras. Il cite Pinker, il dit... Pinker dit « Il se peut que le dernier bloc de la théorie de la conscience, qui est que ça fait quelque chose subjectivement d'être un paquet de neurones, donc il se peut qu'il faille juste admettre que c'est tout simplement un fait de notre réalité, où toute explication s'arrête, c'est comme ça, tu mets des neurones ensemble, et paf, ça crée une conscience. Voilà. Pourquoi deux charges négatives se repoussent ? C'est comme ça. Pourquoi on ne peut pas aller plus vite que la lumière ? C'est comme ça. Donc c'est un fait de notre réalité qu'on ne comprend pas. Et donc, si on dit que... Donc ça, on le met de côté, ce problème difficile de la conscience. Et donc, pour continuer dans sa deuxième théorie, si on pense que l'espace-temps n'est pas le bon framework pour décrire la réalité, c'est quoi le bon framework ? Donc ça va être sa deuxième théorie. Si on essaie d'illustrer sa première théorie, en gros, on a un monde qui peut être perçu par des agents conscients. Le fait de percevoir le monde, ça crée des expériences conscientes. Ces agents conscients décident d'agir. Ils vont modifier le monde. Ça va de nouveau être perçu par des agents conscients. Ça va de nouveau générer des expériences conscientes. Ça va de nouveau générer des actions sur le monde. Et ainsi de suite en boucle. Donc il y a un petit schéma dans le livre. Il faut imaginer une boucle qui tourne comme ça à l'infini. D'accord ? Et ça, c'est, on va dire... une façon de comprendre le monde aujourd'hui. Il n'y a même pas besoin de sa première théorie. En gros, c'est la plupart des gens voient les choses comme ça. Et la question à 1 million d'euros, du coup, c'est dans cette boucle qu'on vient de décrire, c'est quoi ce monde, entre guillemets, si c'est pas l'espace-temps ? Et sa proposition, ça va être sa deuxième théorie. Et lui, ce qu'il va proposer, c'est que c'est pas l'espace-temps qui est primordial, c'est pas le monde qui est primordial. Et quand je dis primordial, c'est dans le sens où c'est celui qui est apparu en premier. Lui, il propose que c'est la conscience qui est primordiale. Donc par exemple, si je fais le même diagramme que tout à l'heure, en simplifiant avec deux agents conscients, la description de la réalité par rapport vis-à-vis de sa deuxième théorie, c'est la suivante. C'est l'agent conscient perçoit et ressent, il décide et agit. L'autre agent conscient perçoit, ressent, décide et agit, et ainsi de suite en boucle. Et en fait, tu remarques qu'il n'y a pas de monde dans son schéma. Je sais pas si tu vois le truc. Attends, moi je vois pas le truc. C'est juste des consciences. C'est-à-dire que c'est... Genre, j'ai des mindfuck. C'est-à-dire que, si tu veux, dans l'esprit de tout le monde... Mais tu dois bien percevoir quelque chose. J'avoue que t'as dit il perçoit le monde, non ? Ouais. Mais en fait, tu perçois tu perçois le comportement de l'autre agent. Quoi. C'est ça. Tu perçois les agissements des autres agents conscients. Ouais, c'est ça. Mais forcément conscient, du coup. Oui. Mais tu vois, genre, on perçoit des choses qui ne sont pas du ressort de... Attends, je réfléchis. Ouais. Genre, je sais pas, un caillou, par exemple, c'est pas un agent conscient. Ouais. Et on le perçoit. En fait, lui, il dit que le caillou, c'est l'action d'un agent conscient représenté par un caillou dans ton interface. Ah ouais, genre par exemple, le caillou, en gros, c'est genre le fruit d'une météorite ou de je sais pas quoi. Et ça ne nous aide pas. Non, mais genre, ça ne nous aide pas, la météorite. Non, ça ne nous aide pas trop, la météorite. Non, mais en gros, attends, tu peux redire ce que tu as dit ? Le caillou, c'est quoi ? Il dit que c'est... Il va te dire que le caillou, c'est en gros, c'est juste dans ton interface, c'est la manifestation d'une action d'un agent conscient. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est deux théories totalement différentes. C'est-à-dire que la première, c'est juste
Oui, mais qu'on perçoit pas la réalité du monde, que c'est une interface. Et ça a été démontré mathématiquement. Ça, c'est la première théorie. Et la deuxième théorie, ils travaillent dessus à la faire démontrer mathématiquement, parce que pour pouvoir la faire démontrer mathématiquement, il faut pouvoir montrer que toutes les choses que nous, on perçoit, sont capables d'émerger d'un système mathématique où il n'y aurait que des consciences à la base. D'accord ? Donc, c'est deux théories tout à fait différentes. Mais là, voilà, c'est vrai que c'est assez aventurier de sa part, parce qu'il part pas du principe que l'espace-temps est né et ensuite des consciences ont émergé. Lui, il part du principe que c'est les consciences qui ont émergé. oui, Genre c'est que ça. avant le Big Bang ou je sais pas quoi. Ça ne On nous sait aide pas. Non, Le mais Big Bang ne nous aide pas. non, mais c'est justement, mais c'est pour ça elle a raison, tu vois. Non, mais en gros, genre, ce qu'il dit, c'est en gros, qu'est-ce qu'une conscience, genre, est-ce que c'est nécessairement un être vivant? Genre, ce qu'on dit, en fait, dans sa théorie, genre, avant l'apparition du vivant sur Terre, en fait, il n'y avait pas de Terre, puisque c'est le vivant qui a créé la perception du machin. Mm. Ouais, Enfin, Bah si je dis oui. ça de manière abusive, quoi. oui. Non, mais en fait, si tu veux, enfin, on a un problème là, qui est le problème difficile de la conscience, qui on ne sait pas en fait comment ça peut apparaître. Voilà. Lui, il propose la solution suivante, qui est qu'en fait, c'est ça qui est primordial. D'accord ? Et du coup, lui, dans ses travaux maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de faire émerger tout le reste à partir de ce modèle-là. Mais du coup, est-ce qu'il dit que, je sais pas, l'univers est conscient, tu vois? Est-ce que c'est ça? On sait pas ce qui ressort de son Lui, modèle il essaie d'étudier comment l'espace-temps peut émerger de cette base conscience. de conscience, au lieu de faire le contraire, qui est de faire émerger la conscience de l'espace-temps. Voilà. Et donc, Il est chaud quand même, notre ami, là. voilà, il est chaud. Et ce qui est marrant, c'est qu'il dit, tu vois, au plus bas de l'échelle, tu peux avoir des agents qui ont une conscience 1 bit. Donc, en gros, tu sais, qui ont 2 expériences possibles et 2 actions possibles. 1 et 0, tu vois. Et ces agents de conscience élémentaires peuvent se combiner pour créer des agents de conscience plus complexes. Et je sais pas si vous vous souvenez en fait de l'expérience du cerveau coupé en deux. Je crois qu'on en parle dans le livre de Nassim Taleb, où en fait c'est des mecs, on leur a séparé l'hémisphère droit de l'hémisphère gauche. Et en fait finalement, pour simplifier, hein, vous écouterez l'épisode, mais on s'aperçoit qu'en gros on a coupé la conscience en deux, quoi. Et donc, donc lui, dans sa théorie, il dit aussi que, en gros, les agents conscients complexes sont formés d'agents conscients de moins en moins complexes jusqu'à l'agent conscient 1 bit, quoi. Voilà. Wow, putain, attends, il est trop chaud, notre ami, là. Non, mais genre... Là, il nous a mindfuck. Non, mais il nous mindfuck dans tous les sens. Non, mais non seulement il dit que genre l'espace-temps est le fruit de conscience et pas l'inverse, Ouais. mais en plus il dit que genre les consciences qui sont complexes sont uniquement composées de micro-consciences. Ouais. Donc en gros, nous, en fait, ce que j'appelle ma conscience à moi, c'est juste la conscience de mes bactéries et de mes cellules. Je sais pas. Je pense que tu nous aides pas. Mais Ouais, mais aussi, il nous aide pas, lui, putain. non, mais c'est vrai qu'on a. Enfin, tu vois, un truc qui Genre à dit. l'échelle de l'homme, comment ça fonctionne? Non, mais un truc qui dit, c'est que toi, quand tu vois d'autres humains, en fait, tu pars du principe qu'ils sont conscients, même si, enfin, ça fait rien, toi, d'être eux. Tu as l'expérience du cerveau coupé en deux, hein, qui te dit que tu divises un cerveau, ça te fait 2 consciences. Tu as aussi plein de phénomènes subconscients qui ont lieu dans ton cerveau. Tu sais, il y a le système 1, système 2 de Daniel Kahneman. Ouais. Et lui, il dit, mais pourquoi on ne suppose pas que les trucs inconscients, entre guillemets, c'est aussi des consciences, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? D'autres types de Voilà. conscience, quoi. Voilà. Ah oui, non, ça je veux bien. Voilà. Oui. Non, mais voilà. Et donc, En gros, il y a Tu la peux conscience faire ça, là. consciente, il y a la conscience Voilà. consciente et la conscience inconsciente. non, mais en gros, ça veut dire que tu pourrais fragmenter ton moi en plusieurs fragments. Et lui, il émet l'hypothèse que tu peux aller jusqu'au 1 bit, quoi, de conscience, 2 états conscients et voilà. Et Je le perds sur le 1 bit, mais ouais. ouais. Non, mais, ouais. Non, mais imagine, il aime bien cet exemple aussi. Il dit l'odeur de la vanille ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, tu vois, il dit c'est infiniment complexe, en gros. Ouais. Il y a aucun scan du cerveau qui arrive à reproduire ce qui peut se passer, tu vois. Et en fait, si tu décomposes cette complexité jusqu'à un espèce d'état élémentaire, tu peux peut-être arriver à te dire que en fait, tu retombes sur des 0 et des 1, quoi. Ok. Ouais, moi, j'arrive à. Toi, t'y arrives?
concevoir ça ça, te qu'on met choque pas? plein de petits... euh, après, Mais moi, comment... ouais. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Enfin bon, ce qui est cool, c'est que... Non, mais je trouve ça différent de dire on est capable de décrire un comportement ou de prévoir ou de prédire un comportement euh, genre, en créant un modèle qui ingère des variables et avec un algorithme, il te prédit un comportement. Mhm. Donc ça, je veux bien. Mais de dire, je trouve ça distinct que de dire que toute conscience complexe est composée de mini-consciences jusqu'au 1 bit, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en Ouais, gros, ouais, est-ce que c'est ouais, la ouais. même chose? Est-ce que, genre, ce qu'il dit, c'est que juste, en fait, notre manière de fonctionner, elle est algorithmique Mhm. et que du coup, on peut, voilà, on est déterminé et on peut tout prévoir comme ça? Ou est-ce que ça veut dire autre chose, ce qu'il dit? Mais je pense que quelque part, il est obligé de passer par son truc de conscience élémentaire pour réussir à faire, à faire ressortir le côté primordial de la conscience, en fait. Parce que je pense que tu vas pas réussir à construire de façon primordiale un agent conscient complexe, tu vois, et le faire émerger de nulle part, Ouais, tu vois, c'est un peu bizarre. ouais. Donc, bon, effectivement, je suis pas allé dans ces équations, mais voilà, Mais j'imagine ça, que... tu dis, il l'a pas encore prouvé mathématiquement, ce truc. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est C'est-à-dire que aussi la ça. première théorie, lui, il dit, c'est démontré mathématiquement, tu pourras pas démontrer que tu vois autre chose que une réalité darwiniste. Mais ça m'étonne pas du tout. Ça Ouais, me mais mindfuck pas du est-ce tout. que au niveau de l'interface du PC, quand même, c'est quand même un peu... Enfin, je trouve ça va loin, quoi. Bah, ça va loin, mais ça m'étonne pas. Ok, bah, tu vois, c'est Ça bien. me va. Georges... Clem, elle s'en bat les couilles. Non, c'est pas que je m'en bats les couilles, mais ça me paraît plausible, ça me paraît... Voilà. Oui, Et donc ça, c'est démontré. Et, ok. et même, je trouve ça cool. Je sais pas si vous méditez un peu, mais quand tu médites, en fait, souvent, on t'apprend à vraiment analyser, en fait, c'est quoi un son, c'est quoi un toucher, c'est quoi une sensation de chaleur, c'est quoi cette espèce de cinéma que tu as, qui sont tes yeux, tout ça. Et en fait, quand tu passes un peu de temps sur ce genre de pratique, bah ouais, tu te rends compte que c'est juste des sensations, en fait, et que quand enfin, je trouve que ça se raccorde pas mal à sa théorie, que ouais, en fait, quand tu médites, je trouve que le fait d'être branché sur une interface, en fait, ça devient un peu plus clair. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Mhm. Oui. Bah oui, parce que tu prends du recul sur tes perceptions et que tu Exactement. découvres qu'en fait, tu peux les modifier en fait par la conscience, quoi. C'est intéressant, tu vois. Ouais. Et C'est donc, comme les trucs d'impermanence de la douleur, genre plus t'attends et plus t'observes ta douleur, en fait, potentiellement, elle peut disparaître et du coup, tu réalises que en fait, c'est un hack du cerveau, quoi. ouais, c'est ça. Et donc, voilà, ce qui est bien avec avec sa première théorie, c'est que bah, c'est mindfuck. Apparemment, c'est implacable mathématiquement. Et je trouve que par la méditation, tu arrives un peu à toucher du doigt, à ressentir un peu ce qu'il veut dire. Et la deuxième théorie, bah, ça n'a plus rien à voir dans le sens où la deuxième théorie, c'est une théorie qui se veut essayer de répondre aux problèmes difficiles de la conscience. Comment la conscience, voilà, on ne sait pas comment la conscience a émergé. Bah, lui, il part du principe que c'est primordial. Ouais, Et je voilà. trouve ça Et donc, intéressant de renverser le truc, quoi. et voilà. Et donc peut-être qu'il aura tort, mais en tout cas, c'est plutôt sympa, quoi, le deuxième truc. Non, j'avoue, c'est vachement intéressant. Bon, après, ça répond toujours pas à la question de d'où ça vient, quoi, parce qu'il faut quand même une conscience à la base. Oui, mais tu Tu vois, vois, tu vois, enfin, Ouais. tu vois, moi, je me suis dit, c'est cool, Ça ça triche explique, un en fait, peu. ça explique tout, mais en fait, t'as toujours l'histoire de. oui, mais tu vois, l'espace-temps, on sait pas non plus d'où ça vient, tu vois. Enfin, Oui, oui, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Donc en Mais fait, bon, c'est en plus. fait, dans les deux cas, ça, voilà, dans les deux cas, il y a une inconnue. Mais C'est je me ça. suis dit, peut-être le conscience, ça annule l'inconnu, mais en fait, non, il y a toujours un Non, truc non, non, de. non, non, non. Et donc voilà. Donc il dit aussi, je trouvais ça sympa. Il dit quand on meurt, peut-être qu'on sort de l'interface espace-temps de Homo sapiens. Donc ça, je trouvais ça cool. Ça, c'est chouette. Et je vais finir en vous lisant la dernière phrase du livre. Donc il dit « Ce bouquin, c'est la pilule rouge. L'espace-temps est ta propre réalité virtuelle. Les objets que tu vois, c'est le fruit de ton invention. Tu les crées en les regardant et les détruis en détournant le regard. On a porté ce casque de réalité virtuelle toute notre vie. Qu'est-ce qui se passe quand on l'enlève ?» Voilà. Donald Hoffman, The Case Against Reality. Ah, c'est marrant, franchement, il est chaud.
Et c'est pas bullshit, hein, c'est très sérieux. Et il passe dans pas mal de podcasts pendant des heures. Et c'est très intéressant. Si vous parlez anglais, je vous invite à écouter parce que les mecs pètent des câbles, quoi, en gros. Tout le monde est là. Oh Non, mais ils essaient de le contredire et tout, mais le mec est chaud, tu vois. Donc c'est assez drôle. Et donc voilà, c'est cool. Je sais pas si maintenant, du coup, vous allez. Est-ce que ça va changer votre vie? Du coup, ça me donne envie de devenir fakir. Ouais. Donc toi, ça te donne envie de devenir fakir? Ça veut dire quoi, pour faire plein de méditations et du coup t'affranchir de tes... Non, ouais, ça, Non, juste fakir. Tu marches Ouais. sur le feu, Ah, ok. tu marches sur des pics. parce Ah qu'en oui, fait, d'accord. En fait, ce n'est qu'une affaire de perception. Ouais, voilà. Et moi, ça m'a fait penser un truc rigolo. J'avais entendu parler je crois que c'est un biologiste qui a écrit un bouquin où justement il tente de décrire comment certains animaux qui n'ont pas du tout les mêmes perceptions que nous perçoivent le monde. Tu vois, on parlait des oiseaux qui ont 4 récepteurs de couleurs, mais il y a plein de poissons ou d'insectes ou je sais pas qui ont vraiment même le chien, tu disais, qui je crois le sens de l'odorat est vachement développé. Du coup, quand il se balade dans la rue, qu'est-ce qu'il perçoit? Et il essaye je crois qu'il en fait des dessins ou des descriptions, je sais plus, mais voilà, je me dis que c'est chouette pour essayer de s'imaginer ouais, c'est cool. Mais tu vois, encore une fois, moi, tout ça, je l'avais un peu en tête. Ouais. Oui, c'est pour dire que parce c'est que pas... tu peux te dire, en fait, il y a une structure en 3D qui est toujours là, avec un axe X, Y, Z et le temps. Et en fait, il va quand même un peu... Non, il va clairement plus loin, mais par rapport à ce qu'on disait au début. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on s'arrête là? Allez. Allez. À plus. Ah, le bâtard. Pourquoi j'enlève mon casque? Putain, il est mindfuck, notre ami, là. Et c'est quoi la première théorie du gars, déjà, juste celle qui est démontrée, là? Quoi, t'as toujours pas... Non, mais je veux avoir le verbatim précis.